Europe 1, 6h46, Thomas Soto. C'est un kiosque spécial, le premier tour des législatives que nous vous présentons, avec à mes côtés Marion Calais qui a lu la presse régionale, Yves Tréhard, notre éditorialiste politique, et Édouard Le Serre pour analyser les chiffres, les tendances, les pourcentages. Bonjour à tous les trois. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Petit coup d'œil à la presse nationale pour commencer. Le visage que vous retrouverez partout ce matin, c'est celui d'Emmanuel Macron. Macron en marche vers une majorité écrasante, titre Le Figaro. C'est un coup de maître en une d'aujourd'hui en France. Législative, l'OPA enchaîne Libération. C'est la vague Macron pour la Croix. Une victoire de la tête et des épaules, titre 20 minutes. Variante en une de l'autre gratuit, CNews Matin qui titre La marche en tête. En page intérieure, les jeux de mots autour d'Emmanuel Macron sont légion. Exemple dans Aujourd'hui en France, le FN rate la marche. L'Humanité met l'accent sur l'abstention et s'inquiète. L'abstention majoritaire, le risque d'une chambre bleue Macron. Ça continue avec l'Opinion. Macron plie le match. Finalement, le seul qui arrive à piquer une à Emmanuel Macron, c'est Raphaël Nadal en une de l'équipe. L'équipe qui titre simplement champion. Et là, pour le coup, les mots ont un sens. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Alors, les enseignements de ce premier tour en première page. La République en marche en force, écrit La Voix du Nord. Pour la Provence, c'est le Big Bang. C'est l'effet Macron pour la Dépêche du Midi qui résume en Haute-Garonne. Tous les candidats de la République en marche sont en ballottage favorable. Pour le PS, en revanche, le résultat est moins réjouissant. Le PS boit la tasse, écrit Presse Océan. La gauche au fond du trou, titre Libération Champagne. 2 à 3%, c'est désormais le poids du PS dans l'Aube. Et à même un zéro pointé dans le Nord et le Pas-de-Calais, il n'y aura aucun député socialiste à l'Assemblée pour ces deux départements des fiefs qui sont des du terres parti historiques de la gauche. Socialiste. Côté républicain, c'est un revers pour Ouest France. Même si Éric Ciotti résiste, assure Nice Matin, il arrive en tête dans sa circonscription avec 35% des voix. Quant au FN, il est, je cite l'Union, qualifié partout, favori nulle part, en tout cas dans l'Aisne, où un candidat frontiste sera présent dans chaque circonscription. On retiendra aussi ce matin, Thomas, un chiffre vu ce matin sur le site du journal de Saône-et-Loire. 94,63%. Taux d'abstention dans un bureau de vote de Châlons, connu pour être l'un des moins votants de France. Il y a eu 5% de votants. Et 5% de votants, il n'a pas fallu longtemps pour dépouiller les 24 bulletins, ironise le journal de Saône-et-Loire. On avait parmi les résultats Anne Trotro, dont on vous avait parlé, qui était la suppléante de Didier Lisée, suppléante lutte ouvrière, 4e circonscription du Maine-et-Loire. Elle a fait 0,72% des voix. Il y en a un qui a pu ouvrir le champagne dès hier soir en revanche, Marion Calais. Et son visage s'affiche tout sourire à la une du Télégramme. Il s'appelle Paul Molac et il a été élu dès le premier tour, 54% dans la 4e circonscription du Morbihan, sous l'étiquette La République en marche, après avoir été soutenu en 2012 par le PS et Europe Écologie Les Verts. Ils sont 3, comme lui, d'ores et déjà élus. Un autre marcheur à Paris, un UDI dans la Somme et un divers gauche à Wallis et Futuna. Voilà, je vous rappelle que tous les résultats, y compris ceux de votre circonscription, vous les retrouvez sur notre site europe1.fr. Édouard Le Serre, Yves Tréhard, je me tourne vers vous à présent. Quel est le mot pour commencer que vous retenez l'un et l'autre ? C'est abstention ou c'est Macron, Yves ? Non, c'est Macron. C'est Macron incontestablement parce que c'est vraiment un phénomène tout à fait inédit dans l'histoire politique internationale, il ne faut pas dire que française. Il y a 2 ans et demi, cet homme était très peu connu du public. Il y a 2 ans et demi, il n'avait pas de parti politique avec lui. Et il y a encore 3 semaines ou 1 mois, en tous les cas, tout le monde s'interrogeait pour savoir s'il allait pouvoir gouverner avec une majorité suffisamment solide. Lui-même en doutait d'ailleurs. Et donc, c'est tout à fait exceptionnel. L'abstention, il y a tellement de facteurs qui peuvent l'expliquer. Quand j'entends parler de crise démocratique, les mots sont parfois un peu violents et un peu forts. Édouard Le Serre, directeur des activités politiques et opinions chez Kantar Public. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Yves. C'est vrai que Emmanuel Macron va continuer à exercer cette fascination au niveau européen, voire mondial. C'est-à-dire que prenez le contraste avec Theresa May. Il y a eu des élections au Royaume-Uni jeudi dernier avec effectivement un échec assez patent de la première ministre britannique. Et là, effectivement, cette marche, puisqu'il faut l'appeler comme ça, et cette capacité à pouvoir réussir étape après étape va effectivement imprimer quelque chose au-delà de la France, sans doute. C'est vrai que cette image de la France est en train... Et je crois que c'est aussi un des éléments, on en a parlé, les premiers pas, on va dire, d'Emmanuel Macron comme président de la République ont marqué. Je pense qu'il y a un des éléments qui a pu jouer aussi, cette capacité à pouvoir donner aux Français le sentiment que
la France est de nouveau à sa place telle qu'ils l'avaient eux en tête, les électeurs, parce qu'ils sont toujours un peu déçus de voir que la France n'est plus la grande puissance, etc. On a eu beaucoup de références au général de Gaulle pendant la campagne présidentielle. Je pense que cet élément-là va continuer à jouer. Et comment vous expliquez alors, vous, le sondeur, cette abstention, plus d'un Français sur deux, plus d'un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé? C'est quoi? On en a marre de voter, c'est ça? Ça joue ou c'est autre chose? Il y a plusieurs éléments. C'est vrai que la lassitude a sans doute joué, on le disait tout à l'heure, on est au 7e tour d'élection en 7 mois, c'est-à-dire que si l'on compte les primaires, qui ne concernent pas exactement tout le monde, mais malgré tout, 7 tours d'élection en 7 mois, une forme de lassitude, en plus une forme de confirmation, on le sait, depuis que les élections législatives succèdent, sont juste après l'élection présidentielle, eh bien, le sentiment pour un certain nombre de Français qu'il s'agit uniquement de confirmer que tout a été dit et que l'essentiel a été dit lors de l'élection présidentielle est un autre élément de motivation. Et puis, il y a aussi l'offre politique qui était présente lors de ces élections législatives, avec le nombre de candidats extrêmement important, le flou de certaines étiquettes. Peut-être que certains électeurs se sont dit, finalement, je vais attendre que ça se décante, je vais attendre le second tour, je vais attendre d'avoir une offre un peu plus simple et donc aller voter peut-être au second tour. Il devrait, Emmanuel Macron, avoir une majorité écrasante à l'Assemblée, Yves Tréhard. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir une majorité trop grande? Est-ce que ça, c'est un risque qui existe ou est-ce que ce sont des fantasmes d'éditorialistes? Ça, c'est des fantasmes d'éditorialistes aussi. À chaque fois, si c'est pas assez, on dit comment il va faire parce qu'il va être obligé de passer. Si c'est trop, on dit comment il va faire aussi. Et puis si c'est trop, il va pas savoir s'en saisir et puis ça va être ingouvernable. On va voir ce qui va se passer. Je pense que cette majorité, il est bon en tous les cas que pour lui, elle soit suffisamment large pour lui laisser les coudées franches. Je crois que on peut même se demander s'il aura besoin du modem ou s'il aura tout seul la majorité absolue. C'est la grande question, mais je pense que le modem est probablement un problème accessoire pour lui. C'est plutôt pas assez pratique parce que si jamais les enquêtes judiciaires vont au-delà de ce qui est, je dirais, ce qui gêne un peu la présence sur les assistants parlementaires de Madame de Sarnez et de Monsieur Bayrou à l'Assemblée, enfin au gouvernement, et ben ça pourra lui permettre justement avec suffisamment de liberté de changer. Donc cette majorité, il va falloir simplement qu'il puisse la dompter parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes inexpérimentées, mais après tout, c'est toujours pareil, il y a toujours des nouveaux. Les nouveaux, ils se font au nouveau régime. Édouard Leclerc. Pour filer la métaphore du domptage et donc la métaphore animalière d'Yves Tréhard, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si les députés vont se comporter, on va dire, comme des moutons, c'est un terme qui est utilisé, comme, j'allais dire, une meute de chiens qui, effectivement, va dans le bon sens, mais se met à aboyer dès qu'il voit quelque chose à l'horizon, ou comme des chats, vous savez, vous avez déjà essayé d'aligner des chats, de le faire avancer en ordre, c'est extrêmement compliqué. Sans doute qu'il y aura déjà un petit peu... avancer un chat, c'est compliqué. Oui, alors exactement. des chats, donc une meute de chats, c'est extrêmement compliqué, donc c'est vrai que ça va poser cette question. Sans doute que ça va évoluer dans le temps. Dans un premier temps, ils vont être effectivement sans doute relativement disciplinés, mais les choses peuvent évoluer. Alors, il y a la majorité et puis il y a l'opposition. Il y a quelques semaines encore, vous nous disiez sans doute, Édouard Leclerc, que le Front National répétait qu'il allait être la première force d'opposition. Aujourd'hui, quand vous regardez ce à quoi devrait ressembler l'Assemblée, vous dites que l'opposition, c'est qui? C'est d'abord les Républicains à l'ancienne, entre guillemets, même s'ils font un score décevant pour eux? Oui, bien sûr, si l'on regarde les projections en siège avec toute la prudence que l'on doit avoir, même si le second tour semble assez verrouillé par ce premier tour, effectivement, la première opposition, même si elle sera relativement faible et même plus faible qu'ils n'ont sans doute jamais été, ce sera, on va dire, la droite républicaine avec un groupe, là très certainement, autour d'une centaine de députés, voire un peu plus, on verra sur ces seconds tours. Ça va être la première force d'opposition, mais une force d'opposition qui aujourd'hui réclame un peu plus de diversité. Elle va être là, elle va avoir la possibilité d'exprimer sa diversité. Les autres tenants de l'opposition, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'unité possible entre les oppositions. Vous savez bien, les oppositions vont être à la fois morcelées, divisées et en opposition entre elles-mêmes également. Donc il va falloir encore une fois toujours trouver ce point d'appui et ce point d'appui va être En Marche qui va rester le point central référentiel. Et sachant, frère, que les Républicains ne seront pas unis. Parce que c'est très divisé déjà chez eux. Il y a la droite constructive, comme il dit, c'est ceux qui sont tout près d'aller marcher avec Macron. Et puis il y a la droite historique, c'est Wauquiez, c'est les autres, tous ceux qui ne veulent pas s'allier, François Baron, etc. On a entendu hier d'ailleurs, on voit déjà les arguments et les éléments de langage qui sortent avec le matraquage fiscal dont nous parlent les Républicains. C'est très mauvais signe tout ça. Ça veut dire quoi? L'abstention qui a eu lieu hier, c'est aussi une façon de dire aux partis traditionnels de gouvernement, on ne vous fait plus confiance, vous êtes mauvais. Il y avait une forme de dégagisme dans tout ça ou pas de la part des électeurs? Parce que toutes les stars, tous les politiques historiques, jeunes ou moins jeunes, boum, au revoir. Est-ce que vous avez entendu le discours de M. Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui ne parle que des autres
et qui ne parle pas de la crise que traverse son parti, ils n'ont rien compris. Et il va falloir sérieusement qu'ils revoient leur logiciel s'ils veulent retrouver un peu d'air et émerger de la noyade dans laquelle ils sont en train de vivre aujourd'hui. C'est vrai pour les Républicains, c'est vrai pour le Parti Socialiste, et là, ils se préparent des jours très mauvais. Les jours très mauvais qu'ils vont traverser, c'est aussi ceux de la division, bien sûr, parce qu'ils ne vont pas être d'accord sur la ligne à adopter, et les uns et les autres. Et au moins, la semaine prochaine, ce sera clair, il y aura 2 noms, une fois 3 noms, mais c'est tout. Il y avait 7877 candidats, c'est beaucoup trop, on ne comprenait rien dans certains bureaux de vote, on ne savait pas qui était qui. En plus, ils cachaient leurs étiquettes. Édouard Leclerc, c'était un petit peu infernal pour les électeurs aussi, ça a pu jouer. Oui, ça a naturellement joué sur l'envie que les électeurs avaient de voir de la clarté, parce que c'est vrai que, on va dire, l'élection présidentielle a mis de la clarté, en tout cas dans le résultat, et ils avaient peut-être envie de trouver des choses simples. Les choses simples n'étaient pas là, peut-être qu'au second tour, ce sera un peu plus simple, mais attention, au second tour, en général, la participation est encore moindre qu'au premier. Ah, encore moins. Ce serait un nouveau record historique à la baisse. Merci messieurs, on vous retrouve tout à l'heure entre 9h et 9h30 pour répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Vos questions donc que vous nous posez au 39 21.